Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une de l'actualité, les nouveaux modèles d'IA s'enchaînent à une vitesse folle. OpenAI avec GPT 5.2, Google avec Gemini 3, Mistral 3, DeepSeek, et ça change clairement la donne parce que, soyons honnêtes, chaque semaine il y a une annonce, un nouveau modèle, une nouvelle version, une nouvelle promesse, et à force on ne sait plus où tourner de la tête. Alors dans cet épisode on fait simple, on vous résume les dernières annonces importantes et surtout on les traduit en concret, ce que ça change pour vos métiers, ce qui peut réellement vous faire gagner du temps, améliorer vos contenus, vos ads, votre SEO, vos analyses, et ce qui révèle surtout de l'effet d'annonce. Alors, l'objectif c'est que vous repartiez avec une lecture claire des dernières nouveautés, quel modèle pour quel usage et comment en tirer un avantage pratique sans vous disperser. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on verra comment Photoshop, Express et Acrobat débarquent directement dans ChatGPT et ce que ça change pour vos workflows créa et vos PDF. On découvrira la réponse de Google sur la question GIO du moment. Faut-il vraiment créer des pages spéciales LLM pour ressortir dans les réponses IA. On fera le point sur la dernière mise à jour SEO, la December Core Update 2025, avec les impacts concrets à surveiller et ce qu'il faut faire si votre site a pris une claque. On terminera avec les nouveaux insights de Meta pour optimiser vos réels publicitaires et éviter de cramer du budget sur des créas qui ne convertissent pas. Et puis, on parlera aussi du chiffre de la semaine. Les usages professionnels de l'IA auraient été multipliés par 8 en un an. Un signal très clair sur le fait que l'IA n'est plus un nice to have. Allez, installez-vous bien, un café, un casque ou le régulateur sur l'autoroute, peu importe où vous êtes, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant de passer à l'actualité à la une, je voulais prendre 30 secondes pour mettre en avant un commentaire que j'ai reçu sur LinkedIn parce qu'il résume parfaitement pourquoi on fait ce podcast. Laurent m'a écrit « Vous avez identifié un vrai besoin, un format court, factuel, orienté valeur, sans personal branding excessif. » Et il ajoute « Être dans le top 10 des podcasts marketing sur Apple Podcasts en moins de 6 mois, c'est la preuve que vous répondez à un vrai besoin. » Alors déjà, merci Laurent pour ce message, ça fait vraiment plaisir de voir que le travail qu'on fait touche juste. Et merci à vous tous qui écoutez chaque semaine, qui partagez et qui nous poussez à garder ce niveau d'exigence. Et si vous voulez nous aider concrètement, c'est très simple. Un petit cadeau de Noël pour nous, c'est un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée, un commentaire sur YouTube ou directement sur mon LinkedIn. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail, ça booste la visibilité du podcast et ça nous permet de continuer à vous livrer une veille utile et sans blabla. Allez, on entre tout de suite dans l'actualité principale de la semaine et elle est dense, parce que depuis quelques mois, on assiste à une vraie course au modèle d'IA le plus puissant. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse de réaction. Dès qu'un acteur frappe fort, l'autre accélère derrière. On vient d'en avoir un exemple très concret. Google a dégainé Gemini 3 et dans la foulée, alerte rouge chez OpenAI qui a mis un coup d'accélérateur pour sortir GPT 5.2. Mais je préfère le dire tout de suite, si votre usage de l'IA, c'est surtout de rédiger un post LinkedIn, de reformuler un email ou de générer 2 variantes d'accroche, ces nouveaux modèles ne vont pas transformer votre quotidien. Vous aurez souvent un résultat un peu plus propre, un peu plus fiable, un peu plus cohérent, mais pas un changement radical. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est les usages pro, ceux qui demandent de la réflexion quand vous demandez à l'IA de tenir un brief, de rester cohérent sur toute une campagne, de travailler sur des documents, d'analyser, d'itérer, parfois même de s'intégrer à vos outils. Du coup, aujourd'hui, on fait simple, on reprend la chronologie des annonces et on les traduit en concret, parce qu'en réalité, ces nouveautés racontent une histoire assez claire. Et cette histoire, elle commence fin novembre avec Google qui sort Gemini 3. L'enjeu, ce n'est pas juste un modèle plus puissant. Google
pousse une vision, une IA multimodale, plus à l'aise pour raisonner et pensée pour s'intégrer dans des expériences produits, pas seulement dans un chat. Et côté marketing, ce qui est intéressant, c'est l'effet plateforme. Vous n'avez plus uniquement une IA pour écrire, vous avez une IA qui peut vous aider à travailler sur de la matière marketing, des textes, des visuels, des documents, des supports de campagne. Et là, il y a un exemple qui parle à tout le monde. Google a aussi beaucoup communiqué autour de Google Banana sur la génération d'images, parce que c'est typiquement le genre de brique qui rend l'IA utile en production. Itérer vite, décliner, corriger, tester des variantes sans repartir de zéro à chaque fois. Je l'ai testé. Et franchement, c'est bluffant. Alors concrètement, pour nous, ça ouvre 3 usages très simples. Tout d'abord, de prototyper plus vite des visuels. Au lieu d'attendre la version parfaite, vous explorez plusieurs directions créatives rapidement. De décliner des assets à grande échelle, par offre, par persona, par format. Et vous faites du test créatif plus large et vous passez en mode itération. Refais-moi cette créa en version plus premium, plus e-commerce, plus B2B, plus minimaliste. Et vous pouvez même aller jusqu'à prendre les créas de vos concurrents pour l'adapter à votre propre environnement. Important, l'IA ne remplace pas une direction artistique, mais sur les déclinaisons, sur les tests, sur les itérations rapides, ça peut faire gagner énormément de temps. Début décembre, autre signal fort, DeepSeek sort V3.2. Et là, le message envoyé au marché, il est très clair, la performance se diffuse. Et la concurrence ne vient plus uniquement des acteurs historiques comme ChatGPT ou Google. Pour un pro du marketing, l'intérêt n'est donc pas de courir après le modèle du moment. L'intérêt, c'est ce que ça signifie. Le niveau moyen des modèles grimpe et ça accélère chaque semaine. Et donc la différence ne se fera pas sur qui a un accès à un bon modèle, parce que demain, tout le monde en aura un. La différence se fera sur ce qui sait industrialiser les bons usages. Et quand je dis industrialiser, c'est très concret. Des templates de brief, une bibliothèque d'angles et de hooks, des checklists de qualité, une routine créa et un process clair de validation. C'est ça qui vous fera gagner en productivité bien plus que le modèle lui-même. Et quelques jours plus tard, Mistral 3 arrive avec une promesse totalement différente. Regardez moins nos benchmarks et plus comment vous allez pouvoir utiliser notre dernier modèle IA. Et ça, pour beaucoup d'équipes, c'est extrêmement concret parce que ça remet au centre 3 sujets que les marketeurs ont tous. 1. La marque. 2. La conformité. 3. L'industrialisation. Et c'est là que Mistral 3 devient très intéressant parce que l'opportunité, c'est de créer un assistant métier. Un assistant qui connaît vos offres, vos arguments, vos objectifs récurrents, vos meilleurs pubs, vos interdits et vos disclaimers. Et qui vous aide donc à produire des variantes publicitaires dans vos règles, des fiches produits cohérentes, des séquences email alignées avec votre tone of voice, des FAQ propres et des scripts UGC structurés. Autrement dit, Mistral 3 est particulièrement utile quand vous voulez moins d'improvisation et plus de standardisation. Et dernièrement, tout récemment même, OpenAI a déployé GPT 5.2. Ce qui est marquant, c'est le contexte. On est clairement dans une phase où les sorties s'accélèrent et où chaque annonce est aussi une réponse à la pression concurrentielle. Et GPT 5.2, dans une lecture très marketing, c'est le modèle livrable pro, celui qui a vocation à être plus fiable quand vous lui demandez un travail long, structuré, contraint. Là où ça devient très concret, c'est sur 3 zones. Les packs de campagne complets, vous ne lui demandez pas écris une pub, vous lui demandez voici l'offre, la cible, les objections, le ton, les contraintes, donne-moi un angle, des hooks, des annonces, des scripts UGC, une structure de landing page et un plan de test. La valeur qu'il tire mieux le fil et que tout s'aligne, message, promesse, CTA, landing, séquence. Deuxième point, les documents marketing propres, brief, séquence, script, page de vente. Ce n'est pas le truc le plus sexy, mais c'est là que vous gagnez du temps parce que ça devient des templates réutilisables. Et sur un reporting, un export, un bilan de campagne, on va avoir une analyse assistée. Qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui est anormal, quelle hypothèse, quelle action prioritaire. Ça ne remplace pas votre expertise, mais ça accélère le diagnostic et ça vous aide à mieux prioriser. Donc si on résume, oui, l'IA va vite, très vite. Et la tentation, c'est de courir après le dernier modèle, la dernière démo, la dernière nouveauté, un peu comme un nouveau joujou toutes les semaines. Mais en réalité, le vrai enjeu pour 2026 n'est pas de savoir quel modèle est numéro 1 cette semaine. Le vrai enjeu, c'est de faire monter le niveau d'usage dans les équipes. Parce que les plus gros bénéfices ne viendront pas d'un post LinkedIn généré 10% mieux. Ils viendront quand l'IA sera impliquée dans des tâches plus avancées, tenir un brief, gérer une campagne de bout en bout, analyser des perfs, itérer sur des créas, travailler
sur les workflows, sur les documents, produire des livrables structurés et surtout de s'intégrer à vos process. Autrement dit, moins de temps passé à tester le dernier modèle et plus de temps à construire une routine, des templates, des méthodes, des workflows, des réflexes d'équipe, parce qu'à la fin, la différence se fera là. Ceux qui auront industrialisé des usages complexes prendront une avance énorme. On parle beaucoup des modèles, mais la vraie valeur, c'est aussi quand l'IA se branche à notre écosystème et à nos outils. Et là, la nouvelle intégration d'Adobe dans ChatGPT peut clairement vous faire gagner du temps sur les créas et les PDF. Adobe vient d'annoncer une nouveauté très concrète. Photoshop, Adobe Express et Acrobat sont désormais intégrés directement dans ChatGPT. En clair, vous pouvez demander à ChatGPT de retoucher une image, de décliner un visuel ou de manipuler un PDF sans quitter la conversation. L'idée, c'est simple. Via les nouvelles apps ChatGPT, vous pouvez connecter vos outils Adobe à votre compte. Ensuite, tout se fait en langage naturel. Vous discutez et ChatGPT déclenche l'action dans le bon outil. Exemple, améliore la lumière sur ce visuel, change le fond pour un fond blanc produit, décline cette bannière en format 9/16e. Et pour les documents, fusionne ces deux PDF, extrait uniquement la page avec le tableau, crée une version allégée pour l'envoi par email. C'est fluide, instantané et surtout, ça reste dans la même interface, un vrai guichet unique. Alors ce que ça change pour les pros du marketing côté Photoshop, ça permet de déléguer toutes les petites retouches chronophages, détourner un produit, ajuster la lumière, nettoyer un fond, corriger un détail. Des tâches qui prenaient 20 ou 30 minutes deviennent des requêtes de quelques secondes. Et côté Adobe Express, c'est encore plus parlant pour les équipes marketing, l'outil est pensé pour ce qui est créa rapide, déclinaison de format. Une même campagne adaptée pour le feed, la story ou encore le format carré, des variations par persona ou par offre, des tests créa à grande échelle pour vos campagnes Meta ou TikTok Ads. Quand on sait que la perf publicitaire dépend énormément de la vitesse de test, cette intégration peut clairement aider à accélérer le rythme sans sacrifier la qualité. Et côté Acrobat, c'est du gain de temps pur. Pour fusionner, convertir, résumer, nettoyer ou compresser un document PDF, vous pouvez tout faire depuis ChatGPT sans jongler entre les outils. Typiquement, vous recevez un brief client, vous le résumez, vous en extrayez les points clés, vous convertissez la version finale en PDF et vous envoyez tout ça sans changer d'environnement. Alors oui, ce n'est pas une nouvelle IA, c'est une nouvelle façon d'utiliser celle qu'on a déjà. ChatGPT devient moins un outil de génération de texte et plus un véritable poste de pilotage, notamment avec les agents IA. On centralise la production, la retouche, la mise en forme et la livraison. C'est une tendance importante. Les modèles évoluent, mais c'est surtout leur intégration qui vont transformer les métiers, parce qu'à terme, l'IA ne sera plus un outil à part, elle sera partout dans la chaîne de production, discrète, intégrée et surtout utile. On l'a déjà évoqué ensemble dans le tout premier épisode de Focus, l'IA est en train de modifier en profondeur les stratégies SEO. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement comment être bien positionné sur Google, mais aussi comment exister dans les réponses générées par les LLM. Et forcément, depuis quelques mois, tous les experts SEO se posent la même question. Est-ce qu'il faut adapter nos sites pour les IA? Est-ce qu'il faut créer des pages spéciales pour ressortir dans les réponses des LLM? Et justement, Google a pris la parole très clairement sur le sujet. Avec la montée en puissance des réponses générées par l'IA, certains ont commencé à envisager des stratégies assez radicales. Créer des pages LLM-friendly, produire des versions plus courtes ou plus synthétiques, ou même dupliquer des contenus uniquement pour les moteurs conversationnels. La réponse de Google est nette, non. Il ne faut pas créer de version spécifique de vos pages pour les LLM. Le message est simple, une page conçue pour être utile, claire et pertinente pour un humain est aussi une page exploitable par les systèmes d'IA de Google. Créer des pages spéciales IA est non seulement inutile, mais potentiellement risqué. Entre les lignes, Google envoie un signal très clair. Ne tombez pas dans une nouvelle course à l'optimisation artificielle comme on a pu le faire à une certaine époque du SEO. Multiplier les versions, c'est surtout prendre le risque de diluer votre message, de créer de la duplication et rendre votre site plus confus pour les utilisateurs comme pour les moteurs. Autrement dit, le GIO n'est pas une nouvelle couche technique à empiler, c'est une évolution naturelle du SEO. Alors que faire concrètement aujourd'hui? La bonne approche n'est pas de créer de nouvelles pages, ça j'espère que vous l'avez bien compris, c'est de faire évoluer vos pages existantes pour qu'elles soient plus utiles, plus lisibles, plus structurées. Concrètement, ça passe par quelques leviers très pragmatiques.
Tout d'abord, la structure. Des titres clairs, une hiérarchie logique, des paragraphes courts, des listes, des étapes numérotées. Les IA adorent les contenus faciles à comprendre, les utilisateurs aussi d'ailleurs. Ensuite, aller droit au but, répondre clairement à la question principale dès le début de la page. Moins d'introductions longues, plus de réponses actionnables. Troisième levier, les formats, réponses, FAQ, définition, checklist, tableau comparatif, guide pas à pas. Ce sont exactement ces formats qui sont le plus faciles à reprendre, à citer et à synthétiser. Le quatrième levier, c'est la crédibilité. Auteur identifié, expertise visible, mise à jour régulière, retour d'expérience dans un monde où l'IA synthétise tout, les signaux de confiance deviennent centraux. Et en dernier, l'utilité avant l'optimisation. Si vous demandez comment plaire à l'IA, vous êtes déjà dans le mauvais angle. La bonne question reste, est-ce que ma page aide vraiment quelqu'un à résoudre son problème ? Au fond, le GIO n'est pas une discipline à part, c'est surtout un changement de priorité. On passe d'un SEO focalisé sur la position à un SEO focalisé sur la qualité de la réponse. Et les sites qui tireront leur épingle du jeu ne seront pas ceux qui auront créé des pages spéciales LLM, mais ceux qui auront les contenus les plus clairs, les plus utiles et les mieux structurés. Et c'est peut-être plus faire comme ça. On reste justement sur le terrain du SEO parce qu'après la question comment optimiser ses contenus à l'ère de l'IA, il y a l'autre grande source d'angoisse récurrente pour beaucoup d'équipes, les mises à jour de l'algorithme Google. Et justement, Google a lancé son December Core Update, une mise à jour en large, comme souvent en fin d'année, et comme à chaque fois on a vu fleurir les mêmes réactions, des sites qui montent, d'autres qui chutent, et beaucoup de questions sur qu'est-ce que Google a encore changé. Premier point important, ce n'est pas une mise à jour punitive. Une Core Update ne vise pas un type de site ou une pratique précise. Elle vise à réajuster la façon dont Google évalue la qualité des contenus à grande échelle. Autrement dit, Google ne pénalise pas, il reclasse. Quand on lit entre les lignes et quand on croit ça avec les prises de parole de Google, notamment de John Mueller, le message il est assez cohérent. Google continue de pousser 3 grandes priorités. L'utilité réelle du contenu, est-ce que votre page répond vraiment à la question de l'utilisateur ? La crédibilité, qui parle et pourquoi on devrait vous faire confiance ? Et pour terminer, la cohérence globale du site. Ce n'est plus seulement une question de bonne page, c'est une question de site utile dans son ensemble, thématique claire, profondeur, maillage logique, intention bien ouverte. Alors si votre site a chuté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là-dessus, John Mueller a été très clair. Dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'une pénalité, il s'agit d'un changement d'évaluation. La nuance, elle est importante parce que la réponse n'est pas du tout la même. Si vous étiez pénalisé, il faudrait corriger une faute. Mais si vous êtes reclassé, le travail, c'est surtout de vous améliorer, pas de chercher une erreur technique magique. Alors que faire concrètement si vos positions ont baissé ? Plutôt que de paniquer ou de tout refondre, voici l'approche la plus saine. Étape 1, regardez les pages impactées, pas tout le site. Quelles pages ont vraiment perdu, sur quelles intentions et surtout, est-ce que ces pages sont réellement les meilleures réponses possibles aujourd'hui, notamment vis-à-vis de la concurrence. En étape 2, comparez ce qui s'est passé devant vous. Je viens juste de le dire, pas pour copier, mais pour comprendre. Est-ce plus clair, plus précis, plus utile, plus à jour, plus expert ? Vos concurrents ont des choses à vous apprendre. En étape 3, renforcer mais pas optimiser. Ajouter de la profondeur, des exemples, des cas concrets, des réponses plus nettes, pas des mots-clés, pas du remplissage, parce que ça ne fonctionne plus en 2025. Et en dernière étape, accepter que certaines pages ne méritent plus d'être là. C'est dur à entendre, mais parfois le bon choix, c'est de fusionner ou de simplifier, voire même de supprimer des pages. Ce Core Update s'inscrit parfaitement dans ce qu'on disait juste avant sur le GIO et les LLM. Plus Google intègre de l'IA dans ses systèmes, plus il a besoin de contenu clair, fiable, bien structuré et réellement utile. Les sites qui souffrent le plus sont souvent ceux qui ont empilé du contenu sans vraie valeur ajoutée et parfois à très grande échelle. À l'inverse, ceux qui tiennent bien sont souvent ceux qui ont une ligne éditoriale claire, assument leur expertise et publient moins, mais mieux. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que cette Core Update ne change pas les règles du jeu, elle les applique plus strictement. Si votre stratégie SEO repose sur aider réellement vos utilisateurs, produire des contenus solides et construire un site cohérent dans la durée,
alors vous n'avez aucune raison de paniquer. Et si vous avez pris une claque, la question n'est pas comment revenir vite, mais comment devenir une meilleure réponse que ce que Google montre aujourd'hui. On quitte maintenant le terrain du SEO pour revenir sur un sujet beaucoup plus opérationnel pour pas mal d'équipes, la publicité sur les réseaux sociaux, et plus précisément les réels publicitaires, avec de nouveaux insights partagés par Meta pour améliorer leur performance. Meta a récemment partagé de nouveaux enseignements sur ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne plus sur les réels publicitaires, que ce soit sur Instagram ou encore Facebook. Et le message, il est assez clair. Les codes de la publicité classique ne marchent plus sur ces formats. Meta insiste sur un point clé, un bon réel publicitaire, ce n'est pas une pub adaptée au format vertical, c'est un contenu pensé nativement pour le feed réel. Concrètement, ça veut dire un hook très rapide dans les 2 ou 3 premières secondes, un message clair tout de suite, sans intro inutile, et un rythme proche des contenus organiques. Les vidéos trop léchées, trop brain, trop publicitaires ont tendance à décrocher plus vite. Le deuxième enseignement de cette déclaration de Meta, c'est que la créa fait la perf et pas le ciblage. Meta le répète de plus en plus, la créa est devenue le principal levier de performance. Avec des ciblages de plus en plus larges et de l'automatisation partout, on en parlera très prochainement sur ce podcast, la différence se fait sur l'angle, le message et la capacité à produire des variations. Meta recommande clairement de multiplier les déclinaisons avec plusieurs hooks, plusieurs accroches visuelles, plusieurs façons de présenter l'offre, pas pour être créatif, mais pour donner plus de matière à l'algorithme. Le troisième enseignement, c'est de miser sur l'authenticité. Les formats qui performent le mieux sont souvent ceux qui ressemblent à du contenu UGC, des vidéos simples, films au smartphone, avec un message direct, une démonstration produit ou un retour d'expérience. Meta le dit clairement, l'authenticité bat la sophistication. C'est pas évident à dire. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire parler comme un humain, pas comme une marque. Le quatrième enseignement, c'est d'adapter le message au format. Un réel, ce n'est pas une landing page, vous n'avez pas 30 secondes pour convaincre. Meta recommande un message principal par vidéo, une promesse claire, un CTA simple, et si vous essayez de tout dire, au final, vous ne dites rien. Et là, on fait le lien avec tout ce qu'on a vu plus tôt dans l'épisode. Entre les nouveaux modèles IA, les outils créa, les intégrations comme Adobe dans ChatGPT, il n'a jamais été aussi simple de produire et décliner des créas. Le vrai enjeu, ce n'est plus est-ce que je peux produire, c'est est-ce que je teste assez vite et assez large. Allez, on termine cet épisode avec le chiffre du jour qui est 8. Selon un récent rapport, les usages professionnels de l'IA ont été multipliés par 8 en seulement un an. Et ce chiffre, il est loin d'être anecdotique. Ce qu'il nous dit très clairement, c'est que l'IA n'est plus un sujet d'innovation ou de test. Elle est en train de devenir un outil de travail standard dans les entreprises. Mais attention, cette explosion des usages ne veut pas dire que les usages sont matures. Dans beaucoup de cas, on est encore sur des usages très simples, de la rédaction, des résumés, des reformulations, une génération d'idées. Or, le vrai potentiel de l'IA, celui qui va faire la différence en 2026, se situe ailleurs. Il est dans les usages plus avancés quand l'IA est intégrée à des tâches complexes, quand elle aide à analyser, structurer, itérer, décider, et surtout quand elle s'inscrit dans des process métiers. On en a parlé dans cet épisode. Autrement dit, le sujet n'est plus est-ce qu'on utilise l'IA, le vrai sujet c'est est-ce qu'on l'utilise mieux que les autres. Et c'est exactement là que l'écart va se creuser dans les mois qui viennent, entre les équipes qui jouent encore avec l'IA comme un outil ponctuel et celles qui investissent vraiment dans la montée en compétences, les méthodes et les usages avancés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. On va faire une petite pause pendant les fêtes de fin d'année, histoire de recharger les batteries, prendre un peu de recul et revenir encore plus affûté pour la suite. On se retrouve très vite après les fêtes avec toujours le même objectif, vous aider à y voir clair dans un digital qui va toujours plus vite. Et si vous voulez nous faire un cadeau pendant cette pause, il est très simple et c'est de loin le plus précieux. Laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, un commentaire sur YouTube ou même
même directement sur mon LinkedIn. Et surtout, pensez à partager cet épisode autour de vous, à un collègue, un associé, un ami du marketing. C'est souvent comme ça que le podcast se fait découvrir et c'est un énorme coup de pouce pour nous. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast. Ça booste sa visibilité, ça nous permet de continuer à vous proposer une veille utile, actionnable et sans blabla. Merci encore pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos partages et pour cette belle énergie autour du podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.